Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel. Salut Muriel, ça va? Bonjour Bertie, ça va? Bon, alors Muriel, elle est, indépendante, mais elle a un statut assez particulier, on va en parler ensemble aujourd'hui. Pour faire la petite histoire, nous, on se connaît depuis maintenant 10 ans. J'ai fait le compte, ça fait 10 ans. Je pensais pas, mais oui, ça fait 10 ans puisque, le centre de formation de Muriel, qui s'appelle Vendétudes, c'est le premier centre dans lequel j'ai donné formation quand j'ai commencé, à être à mon compte et donc c'était, fin 2013, début 2014 de mémoire, donc ça fait à peu près, voilà, 10 ans et on s'est connus à cette époque-là. Alors si je dis pas de bêtises, Muriel, tu me diras, je crois qu'on s'est connus via l'association des femmes, entrepreneuses, qui avaient, c'était quoi La déjà? Roche-et-Elle, La Rochelle, c'est voilà, ouais, c'était une ça. association. C'était via ça, hein, de mémoire, hein? Oui, je pense C'est que ça? c'était Ouais, via La c'était ça Roche-et-Elle. et du coup, on a commencé les formations ensemble, d'abord sur la partie soutien scolaire, puis sur la partie formation pro, mais ça, on va en reparler plus précisément. Du coup, pour commencer, bah, je vais te laisser te présenter un petit peu, donc expliquer un petit peu qui tu es, quel est ton parcours avant d'ouvrir Vendétudes et après on parlera plus précisément de Vendétudes. OK. Alors je m'appelle Muriel, j'ai 45 ans, j'ai lancé Vendétudes donc en 2011. Avant cela, donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en agroalimentaire, en marketing, communication. Voilà, donc j'ai voulu à un moment donné avoir mon propre projet. Et j'ai profité en fait que mon mari soit muté en Vendée pour, faire une démission pour suivi de conjoint. Ce qui D'accord. m'a permis de travailler sur mon projet et de réfléchir à ce que je voulais et à lancer Vendétudes donc en septembre 2011. OK. Donc, tu en fait, ça a été une opportunité où, il y a eu ce déménagement qui a été fait et à Alors ce non, moment-là, tu t'es dit: «C'est le moment de» ou c'était un peu ç avant? ça me trottait dans la tête déjà depuis un moment. Ça faisait à peu près 2 ans que, voilà, que j'avais en tête de vouloir être à mon compte. J'avais pas d'idée précise à l'époque sur l'activité. Parce que comme moi je D'accord. travaillais en marketing en agroalimentaire, je me doutais bien que j'allais pas lancer une boîte d'agroalimentaire. Oui. Voilà. Enfin, c'est Après compliqué. c'est ça, j'avais pas trop le budget. Heu, le marketing, j'aimais beaucoup ça, mais je me sentais pas non plus légitime, pour me lancer en tant que consultante en marketing ou communication, puisque c'est quelque chose qui est très pointu et moi à la base, en fait, j'ai un diplôme d'ingénieur en agriculture avec une spécialisation en marketing. Donc le marketing est venu en plus après, donc j'ai Oui. pas fait 5 ans d'études en marketing, donc je me sentais pas très légitime, à travailler, que sur ce secteur d'activité. Oui, bah, oui. Voilà, donc moi ce que j'aimais, c'était la gestion de projet, lancer des nouveaux produits, des innovations et j'aimais beaucoup le côté transverse, travailler avec, plusieurs services, plusieurs filiales et voilà, donc pendant 2 ans, je me disais, j'aimerais bien» et en fait, quand mon mari s'est fait muter, j'étais enceinte de ma deuxième fille et je me suis dit: «Bah, tiens, c'est vraiment là le moment, pour me lancer» et puis profiter aussi de à l'époque, donc j'ai fait une démission pour suivi de conjoint, ce qui m'a permis d'avoir, Pôle emploi, Oui, d'accord. pour démarrer. Voilà, quand on démarre une création d'entreprise, souvent on ne se rémunère pas au démarrage, donc ça Oui. permettait de faire un peu le lien, pour le lancement. Oui, ça t'a permis d'avoir des aides quand même à côté, Oui. et du coup, alors, quand tu as monté Vendétudes, au tout départ, tu étais encore enceinte à ce moment-là ou tu as profité de ton congé maternité? Comment tu as géré ça? Parce que mine de rien, Alors c'est un deuxième enfant en plus, comme tu c'est dis, ça. donc c'est pas rien. Plus un bébé, 3e, l'entreprise, c'est et un déménagement, enfin, Oui, changement oui, de c'est région, ça. voilà, ça fait beaucoup. Oui, oui, ça faisait beaucoup, mais voilà, le, congé maternité m'a vraiment servi à travailler le projet et puis travailler, voilà et gérer, comme tu dis, le changement de région, le changement de plein de choses. Oui, bah, oui. Mais c'était super justement parce qu'en fait, j'avais pas de pression parce que comme j'étais en congé maternité, j'avais tout le temps, alors, je m'occupais de ma fille et de mon fils aîné, Bien sûr. mais ça laisse quand même beaucoup plus de temps que quand on est en poste et puis il y a moins la pression de se dire, «Ah il faut que je me dépêche» parce que, bah, voilà quand on est, au chômage et qu'on doit, lancer son entreprise, bah, on stresse un peu par rapport, au lancement, au fait de vouloir faire vite. Donc là, Ouais, j'ai bah, eu, oui. 4 mois vraiment, tranquilles pour travailler dessus, donc c'était vraiment, très appréciable et donc ce qui fait que je crois que mon congé maternité a dû se finir fin juin et j'ai lancé Vendétudes en septembre, donc voilà, c'était D'accord. très rapide derrière, Ah bah, oui. c'était, voilà, grâce, à ce congé maternité, j'ai pu fonctionner comme ça.
Parce que du coup, tu avais pas la pression d'une enfin, tu t'étais pas forcément tu avais pas de date, c'est-à-dire que tu pouvais le lancer quand tu voulais entre guillemets, Oui. mais à suite au congé maternité, tu as pu travailler dessus et du coup, tu as pu ouvrir, en septembre, mais il y avait ce côté où, comme tu dis, il y avait pas cette pression de: «Il faut que j'ai fini à telle date absolument». Donc ça t'a permis d'avancer de manière plus sereine peut-être sur la conception de l'entreprise? Oui, c'est ça. J'avais pas la pression de me dire: «Il faut absolument que je lance maintenant, pour pouvoir, me rémunérer le plus vite possible parce que mes droits, au chômage vont s'arrêter». Enfin voilà, je crois que j'ai même pas touché de chômage du tout puisque avec le D'accord, délai de carence et cetera, ça devait démarrer début septembre et début septembre, j'ai lancé l'entreprise. oui. Donc voilà, j'étais assez sereine. OK. Ah bah, c'est très intéressant ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà, c'est quoi Vendétude? Et après, on va en reparler, mais pourquoi du coup tu as lancé un centre de formation? Enfin, tu en as Mmh. parlé un peu avec la transmission, mais plus particulièrement. Alors donc Vendétude, on a 2 activités principales et une petite nouvelle activité qui a démarré il y a quelques mois. Donc à la base, c'est un organisme de soutien scolaire. Ça, c'est vraiment l'activité initiale qui a été lancée en 2011. Ensuite, fin 2013, début 2014, donc j'ai lancé l'organisme de formation. Donc là, plutôt à destination des entreprises et des salariés. Et récemment, là, depuis fin novembre, je suis également, centre d'examen pour le passage du code, de la route. OK. Donc Voilà, du coup, aujourd'hui, c'est 3 activités qui sont arrivées l'une après l'autre, petit à c'est ça. petit. La partie soutien scolaire qui était vraiment la base et la formation, on va dire pro qui arrivait mine de rien assez rapidement derrière, mais qui arrivait en 2e, c'est ça, hein? C'est ça et aujourd'hui, on va dire, si je parle pas du centre d'examen du code de la route puisque c'est très récent, mais aujourd'hui, le soutien scolaire et la formation pro représentent chacun la moitié de l'activité de l'agence. Oui, c'était ma question suivante. Tu es vraiment sur du moitié-moitié, quoi? Oui, ouais, ouais. OK. Alors, plus ou moins en fonction Oui, des années, mais oui, grosso modo, on va tu es dire, souvent sur un, quasi 50-50 quoi, c'est ça c'est qu'on va ça. dire. Tu as Mmh. pas de grosses disparités entre les 2, c'est ça? Non, j'ai pas une activité secondaire, c'est vraiment les 2 qui sont à peu près, similaires en termes de volume. D'accord. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as souhaité, créer un centre de formation à la base soutien scolaire? Parce qu'au tout départ, c'est ce que tu as mis en place. Parce que tu as parlé justement le côté transition, transversal. Est-ce que enfin voilà, comment tu t'es dit: «Tiens, je vais faire un centre de formation soutien scolaire»? Alors, je voulais quelque chose qui ait du sens, c'est-à-dire que, par exemple, lancer un magasin, pour vendre des objets, voilà, ça je voyais pas trop, l'intérêt, enfin ça m'intéressait pas du moins. Ouais, c'était pas OK. Voilà, donc j'avais cette, quête de trouver une activité qui ait un sens. Je voulais aussi une activité qui soit compatible avec, ma vie, personnelle. Oui, Voilà, comme je l'ai dit juste avant, quand j'ai lancé l'entreprise, ben, ma fille venait de naître. J'avais un fils, donc qui avait, 2 ans et demi, 3 ans à l'époque. Un mari qui avait une activité professionnelle qui l'occupait beaucoup aussi, avec des déplacements, des horaires, à amplitude, assez, grande. oui, bah, Donc oui. voilà, il fallait que je puisse, voilà, moi, trouver ma place, là-dedans et trouver un équilibre par rapport à tout ça. Donc tout ça, ça éliminait toute la partie, voilà, restauration, tourisme, enfin voilà, toutes ces choses-là où il faut travailler le week-end, où il faut travailler le soir, ça j'avais, Oui. éliminé. Donc voilà, assez rapidement, je me suis orientée sur le service et puis j'ai découvert le soutien scolaire et vraiment quand j'ai découvert le soutien scolaire, je me suis tout de suite dit: «Mais ah c'est ça quoi!» c'est je connaissais pas du tout avant. C'est-à-dire que moi j'en ai pas bénéficié quand j'étais, jeune et puis quand j'étais jeune, quand j'étais scolarisée, à l'époque c'était pas trop répandu. Enfin voilà, c'était, moins répandu que ça ne l'est aujourd'hui. Donc sincèrement, je connaissais pas du tout ce secteur d'activité et voilà, quand j'ai découvert, je me suis dit: «Ah mais c'est génial!» parce qu'en fait voilà, je propose un service qui va permettre à des élèves de progresser, de regagner confiance en eux, de s'en sortir, voilà, donc j'ai tout de suite accroché et c'est pour ça que j'ai choisi cette voie, donc dans un premier temps et puis après la partie formation pro alors comment c'est venu? C'est qu'en fait, comme je venais du monde de l'entreprise, j'ai travaillé en marketing et sur mon dernier poste, j'étais, marketing international, donc je travaillais, beaucoup avec les filiales à l'étranger et donc j'ai moi-même eu des formations, en anglais pour, acquérir, tout le D'accord. vocabulaire,
de l'entreprise, hein, puisque à l'école, on apprend beaucoup le vocabulaire, un peu Oui. de tous les jours ou de plein de sujets, mais pas trop du monde professionnel finalement. Et puis surtout, tu étais dans un monde professionnel très particulier. Enfin, l'agroalimentaire, c'est un secteur en plus spécifique avec son propre vocabulaire déjà en français, mais encore C'est plus en ça, d'autres langues, donc exactement. Donc du coup, le monde de l'entreprise me manquait un petit peu parce que, hein, dans le soutien scolaire, j'étais en contact qu'avec des particuliers et je me suis dit, voilà, bah, tiens, pourquoi pas, lancer l'activité de formation pro, pour, diversifier la cible, hein, donc retrouver le monde de l'entreprise que je connaissais du coup bien et vraiment j'ai choisi à la base, de me lancer sur, des une un domaine d'expertise que je connaissais, donc les langues à la base, puisque je me voyais pas vendre des formations sur des choses que je maîtrisais pas, enfin oui, sur des donc thèmes et des sujets que je ne maîtrisais pas, même si c'est pas moi qui dispense les formations. oui. Voilà, je voulais être à l'aise avec le thème, quand je suis avec des DRH ou des DG au téléphone, bah, au moins je sais de quoi je parle. Oui, tu voulais savoir ce que tu vendais, connaître le produit et le maîtriser avant de passer potentiellement sur des formations où peut-être tu étais moins en tout cas, où tu connaissais peut-être moins, mais commencer par un produit C'est que tu ça, connaissais bien. Même si, comme tu dis, on va y revenir, mais c'est pas toi qui donnes les formations. voilà. Le point intéressant aussi, c'est que par rapport aux formateurs, ça leur permettait aux professeurs de soutien scolaire, ça leur permettait de compléter l'emploi du temps avec des formations professionnelles. Le soutien scolaire a lieu plutôt en fin de journée, les formations professionnelles ont souvent lieu, en cours de journée, donc ça permettait effectivement aux formateurs de pouvoir, compléter leur emploi du temps et avoir un emploi un peu plus, conséquent en termes de volume horaire. OK. Et du coup, comment ça s'est passé de monter un centre de formation? Parce que j'imagine que ça se fait pas comme ça. Et en plus, il doit y avoir certaines règles, certaines choses à respecter parce que du coup, bah, justement, tu vas t'adresser alors au départ déjà à des mineurs, ce qui est aussi important. Je le sais parce que comme on a travaillé ensemble, j'ai quelques petites choses en tête, mais Oui. aussi après à des entreprises et donc respecter des choses. Donc comment est-ce que, ça s'est passé de monter ce type d'entreprise-là, de créer un centre de formation? Mmh. Alors, effectivement, les 2 entreprises sont réglementées, donc ça a des avantages et des inconvénients. Évidemment. Alors je vais commencer par la partie soutien scolaire, donc Ouais, c'est celle par laquelle j'ai démarré. Donc j'ai démarré avec une franchise au démarrage, c'est-à-dire d'accord. que comme je connaissais pas du tout le secteur d'activité, ça m'a permis d'avoir voilà une formation, d'avoir des informations, réglementaires, législatives, D'accord. donc ça m'a bien aidée, au départ. Pour des raisons, voilà, diverses et variées, ça n'a pas trop fonctionné avec cette franchise, donc ça s'est rapidement arrêté et rapidement en fait, voilà, j'ai lancé Vendétudes, telle que l'entreprise est aujourd'hui, c'est-à-dire avec la marque Vendétudes, le site internet Vendétudes. Donc ça, c'est venu assez rapidement derrière, mais voilà, j'avais quand même toutes les billes que m'avait donné la franchise au démarrage. Oui. Donc par rapport au soutien scolaire, il y a plusieurs éléments importants. Il y a toute la partie, contractuelle que l'on va avoir avec les clients, et avec les professeurs. Donc ça, Oui. c'est, voilà, une grosse part, importante. Donc les documents, quand j'ai quitté la franchise, donc j'ai créé mes propres documents, que j'ai fait rédiger par un cabinet d'avocats. Mmh. Voilà, pour moi, c'est très important d'être dans les règles, qui sont imposées par la législation française et Ah bah, je oui. me voyais pas faire des trucs, par moi-même, bidouiller et cetera. Donc Puis pas être sûr j'ai d'être, dans les clous, enfin, voilà, c'est hyper en plus, enfin, important. on l'oublie souvent, mais la partie législative et le contrat, c'est important pour toi comme pour pour tes Pour tout le clients. monde. C'est-à-dire que ça Mmh. protège tout le monde. Ça protège l'entreprise, mais ça protège le client aussi. Donc dans tous les cas, des documents législatifs, bien faits par des professionnels, c'est toujours une bonne chose. Exactement. Donc voilà, là-dessus, j'ai pas, j'ai pas lésiné, j'ai fait appel à un cabinet d'avocats. Ensuite pour, exercer dans le service à la personne, puisque le soutien scolaire, c'est un service à la personne qui permet aux clients d'avoir une réduction, d'impôt. Oui, Bah, là, c'est pareil, il y a des choses à respecter et notamment, il faut faire une déclaration d'activité auprès de la Directe, à l'époque et donc la DRITS maintenant. Hem, voilà pour tout l'aspect, on va dire, un peu réglementaire. Après, il y a eu tout l'aspect communication, marketing, alors ça, c'était ma partie donc Mmh. ça, voilà, j'ai pas trop eu de difficultés donc à trouver la marque, le nom, trouver le design, j'ai fait travailler une graphiste et puis pour le site internet, j'ai travaillé avec, un indépendant, Oui. webmaster.
Alors c'est moi qui ai fait tous les textes, toute l'architecture, enfin j'avais en tête précisément ce que je voulais en termes d'architecture de site et puis lui, il a fait le développement, web, derrière. Et donc du coup, comment ça se passe, on va dire, sur la partie, choisir les gens qui vont intervenir? Parce que c'est pas une mince affaire ça Non, aussi, mine de alors ça, rien. c'est vraiment un élément très important parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence, enfin voilà, c'est vraiment, les gens quand on leur parle de vent d'études, les clients, pour eux, vent d'études, beh, c'est le prof qui vient chez eux. Oui, Donc c'est le prof qui va véhiculer, bah, toute l'image, de l'agence évidemment et puis, bah, du coup, il va apporter toutes ses compétences à la fois sur la matière et sur la pédagogie. Donc ça, c'est des choses que je vais valider au niveau d'un entretien. Donc je recrute les professeurs sur CV. Ensuite, je les fais venir pour un entretien qui est assez conséquent en termes de temps, parce que je veux vraiment être sûre des recrutements que je fais. ouais, bah, oui. Donc voilà, je vais leur demander, bah, pourquoi ils veulent faire ça, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs expériences, comment, ils s'imaginent un cours particulier s'ils n'en ont jamais fait ou s'ils en font Oui. déjà, bah, comment ils procèdent avec les élèves. Voilà, c'est très important pour moi qu'il y ait de la bienveillance, la mise en confiance de l'élève. Au-delà des compétences en tant que telles, Oui. sur la matière, c'est vraiment, la transmission et la pédagogie qui vont être très importantes, voilà, dans le soutien scolaire et qui va faire que ça réussit derrière. D'accord, et du coup, tes professeurs, donc c'est des salariés? C'est des indépendants? Comment est-ce que tu fonctionnes pour la partie soutien scolaire déjà dans tant qu'on est Voilà, dessus? donc pour la partie soutien scolaire, je fonctionne en mode mandataire, donc c'est un système un peu particulier qui existe dans le service à la personne, où en fait, c'est le particulier, c'est le client qui va être l'employeur du professeur qui vient à domicile D'accord. et le particulier me mandate pour que moi je gère toute la partie administrative. OK. Donc le contrat, il est entre le prof et la famille et moi je vais gérer toute la partie, administrative, la fiche de paye, les déclarations de charges à l'URSSAF, l'attestation Pôle emploi à la fin du contrat de travail et cetera. Donc toutes les formalités liées à l'embauche, c'est moi qui les gère. D'accord, donc tu es vraiment la passerelle entre les 2 pour permettre ça, ce qui fait que, et tu me dis si je dis des bêtises, mais ça permet aussi ce format-là, via le service, que du coup, il y a des réductions d'impôts. C'est ce que tu expliquais, il y a des choses qui peuvent être, Alors c'est pas forcément le mode mandataire qui engendre, d'accord, la réduction d'impôt, c'est le fait vraiment d'être dans le cadre du service à la personne. Il y a d'accord, plusieurs activités donc dont le soutien scolaire à domicile, qui font partie du service à la personne et qui ouvrent le droit à la réduction d'impôt derrière, OK, pour les particuliers. d'accord, mais toute la partie administrative, c'est toi qui la gères, c'est ça, C'est hein? ça, tout à OK. fait. Donc la partie recrutement, administratif, voilà, on met à disposition des professeurs aussi des ressources pédagogiques. Voilà, Mmh. puis on fait le lien entre tout ce petit monde. OK, et du coup, tes professeurs après la partie, on va dire, pédagogie, compétences que tu as validées quand c'est OK, il y a aussi toute une partie administrative qui est importante. Parce que moi, je me souviens qu'il y a des documents qui sont demandés qui sont spécifiques, notamment du fait d'être au contact, d'élèves. Il y a des Oui, choses qui sont très particulières, justement, dans ton secteur d'activité, qui me sont pas demandées dans d'autres, par exemple? oui, donc on demande un extrait de casier judiciaire numéro 3 pour, voilà, pour les personnes qui sont en contact avec les mineurs Mmh. et donc cet extrait de casier judiciaire, je le redemande tous les ans, Oui. pour bien vérifier qu'il y a Oui, pas eu tu de as un soucis. dossier que tu mets à jour tous les ans et Oui, c'est ça. c'est ça. OK. Et après, bien sûr, je suis en contact régulièrement avec les familles, avec les Oui. particuliers pour leur demander comment ça se passe. Voilà, j'ai des retours aussi sur les professeurs qui font que, voilà, un professeur avec qui ça fonctionne, ben, évidemment, heu, voilà, on va continuer à travailler ensemble, je vais lui proposer plus d'élèves et en fait, ce qui est bien par rapport à cette activité de soutien scolaire pour les professeurs, c'est qu'ils vont vraiment pouvoir moduler leur emploi du temps. Ils vont me dire Oui. exactement le nombre d'heures qu'ils veulent, quelle plage horaire ils ont de disponible et ça, c'est vraiment très variable. J'ai des professeurs qui vont avoir un seul élève, Mmh mh. par semaine et puis d'autres qui vont faire que du soutien scolaire avec vent d'études et qui, du coup, vont avoir, 10-15-20 élèves, par semaine en fonction de l'amplitude horaire voilà, qu'ils donnent, pour les cours. OK. Donc voilà, donc pour certains, c'est un complément d'activité, Oui. pour d'autres, c'est leur activité principale. Pour certains, ceux qui sont des retraités, c'est une sorte de, voilà, de prolongement de leur carrière d'enseignant, ils ne voulaient pas arrêter complètement. Ouais, ouais. Voilà, j'ai Ça d'autres permet de profs garder un lien, peut-être aussi pour certaines personnes, ouais? c'est ça et puis de continuer à se sentir utile. Puis je vais avoir aussi des jeunes, profs qui ont, leur diplôme, mais qui n'ont pas forcément leur concours, et qui donc du coup sont vacataires en attendant
d'être pris au niveau de leur concours et qui, comme les vacations, des fois, c'est des temps partiels, vont compléter avec du soutien scolaire. Bah oui, Donc les profils sont vraiment hyper variés, et c'est ça aussi qui fait, l'intérêt, oui. voilà, parce que moi j'ai des contacts avec tous ces professeurs-là et qui ont tous des parcours de vie et des vies, voilà, différentes et c'est ça qui est très sympa aussi. Oui, ça doit faire un beau melting pot de très divers, en fait, de C'est ça, personnes que tu peux avoir, dans les c'est ça. personnes qui interviennent. Des fois, j'ai des clients qui me disent: «Mais, c'est qui là vos professeurs?» Bah, je peux pas vous faire un profil type en fait, parce qu'il y en a pas. Il y a un peu de tout. C'est Et en ça. fait, alors moi, je fais la petite aparté, mais pour que les auditeurs qui me suivent depuis un bout de temps le sachent, en effet, moi, je connais un peu cette partie soutien scolaire parce que la première chose que j'ai fait avec toi, c'était du soutien scolaire. Alors, c'était un format très particulier qui avait été demandé. C'était pas du soutien scolaire au sens, j'aidais pas un élève sur une matière en particulier, mais j'ai accompagné un élève sur son orientation professionnelle parce qu'il se posait des questions sur le secteur d'activité dans lequel je travaillais et du coup, il avait besoin de découvrir, de comprendre comment ça fonctionnait et de voir un petit peu justement, bah, les tenants et les aboutissants pour l'aider sur ses cours et après pouvoir orienter enfin, voilà, choisir son orientation ou avancer dans son orientation. Et Mmh. justement, c'est après cet échange-là qu'on a eu ensemble que, de par les personnes avec qui tu avais échangé et que enfin, tu venais ou tu allais ouvrir la partie formation pro, où il y a eu ce moment où on s'est dit, bah, tiens, on va aussi aider les professionnels sur Facebook. Et la première chose qu'on avait fait de mémoire, c'était une formation pour des parents qui voulaient Oui. comprendre Facebook. Donc c'était fin 2013, début 2014, j'ai plus Oui, la date bah, exacte, c'était mais c'est vraiment par là. c'est quand j'ai lancé la partie Ouais. formation, c'était une des premières choses qu'on a proposées effectivement. C'était pour les parents d'élèves, qui prenaient des cours pour du soutien scolaire donc là aujourd'hui ça peut paraître, hallucinant, mais à l'époque, les C'était il y a parents 10 ans. voilà, avaient peur de Facebook. Ils se disaient: Ah «Mais bah c'est oui, quoi ce truc? Nos enfants y vont, mais on ne sait pas à quoi ça sert, comment sécuriser?» et cetera. Donc il y avait toute cette, voilà, cette découverte des réseaux sociaux et donc c'était on vraiment l'idée, ouais. proposait, ouais, des ateliers du soir, pour, expliquer aux parents et dédramatiser un peu tout ça C'est ça. et on avait beaucoup de mamans et dans On avait ces beaucoup de mamans, mamans, ouais, ouais, voilà, il y a eu certaines qui avaient leur entreprise ou qui allaient lancer leur entreprise ou qui étaient ouais. indépendantes et qui suite, à cela s'étaient dit: «Mais tiens, on a découvert Facebook d'un point de vue, utilisateur, mais on aimerait bien maintenant, développer nos pages, professionnelles» et voilà et là après on est parti sur la partie, formation pro, réseaux Ouais. sociaux professionnels. Et c'est marrant parce que ça s'est vraiment fait comme ça, le Mmh, côté où je me souviens très bien, on était ensemble à la fin d'une des formations, un des ateliers, où justement, je sais plus, il y a deux trois personnes qui sont venues en disant: «Mais en fait, on peut peut-être faire des choses sur la partie pro et tout» et ça a été enfin, la suite logique, qui était c'est ça. d'abord de, comme tu dis exactement, dédramatiser, ne pas non plus dire, Facebook c'est, «Vous inquiétez pas, tout va bien», mais en même temps, ne pas non plus aller dans: «Attention, c'est hyper dangereux». On était vraiment sur le côté: «Voilà comment ça marche, voilà ce que c'est, voilà comment vous pouvez l'aborder avec vos enfants et voilà comment vous pouvez les aider à le sécuriser pour le bien-être de tout le monde». Et après, justement, on a parlé un peu de ce qui était faisable sur Facebook et on est arrivé justement à ça et ça a lancé cette partie-là. Mmh. Et donc, justement, sur le pôle partie formation pro que tu as lancé après, est-ce qu'il y a eu des choses vraiment différentes par rapport à la partie soutien scolaire, dans la partie, on va dire, structure administrative, statut, etc. Ou est-ce que, enfin voilà, quand tu as rajouté cette brique-là, qu'est-ce que ça a changé pour toi, pour ton centre de Alors formation? du coup, c'est vraiment pas du tout les mêmes activités. Alors même si on peut se dire, on est dans l'enseignement d'une matière, que ce soit pour un jeune ou pour un adulte, on peut se dire, c'est pareil. Mais en fait non, d'un point de vue administratif, ça n'a strictement rien à voir. La partie formation pro, en plus a énormément évolué en fait Oui. entre le moment où j'ai lancé et maintenant. Je vais pas refaire, l'historique, détaillé, mais, on a eu droit à 2 réformes en fait, entre 2013 et 2024 avec, chacune, c'est leur petit lot de surprises et Oui. à dé voilà, donc en fait, en gros, pour résumer, quand on a un organisme de formation, il faut un numéro de déclaration d'activité que l'on obtient auprès donc là pareil de la directe ou de la DREETS maintenant. Ça, c'est le préalable vraiment pour lancer une activité de formation professionnelle. Donc on va dire que ça, c'est pareil que le soutien scolaire, juste ce point-là. Oh oui, alors même si les numéros de déclaration Oui, n'ont rien à voir et voilà, ça n'a pas les mêmes mais c'est la incidences ou même rien, démarche, on va dire, tu vas chercher mais ton numéro, ouais, il y a un à la numéro à directe. aller chercher, exactement. OK.
Une fois qu'on a ce numéro, de déclaration d'activité, on est organisme de formation professionnelle. On va pouvoir proposer des formations et donc depuis donc la dernière réforme, il faut maintenant, pour pouvoir bénéficier de financements publics, avoir une certification qualité, qui s'appelle Qualiopi. Oui. Donc ça, c'est, on va dire la deuxième grosse étape. Hem Et enfin, quand on veut bénéficier des financements dans le cadre du CPF, compte personnel de formation, et bien là, il va falloir aller chercher des partenaires certificateurs, pour pouvoir proposer des certifications puisque toute formation réalisée dans le cadre du CPF doit mener à une certification à la fin. Donc moi, comme je suis un petit organisme, je suis pas allée, enfin j'ai pas créé moi-même ma certification. C'est très complexe et voilà, j'ai pas voulu rentrer là-dedans, donc je me suis adossée à des certificateurs et je suis partenaire, de différents certificateurs comme le TOEIC, pour Oui. l'anglais, le Chloé pour les autres langues, ENI pour la partie, bureautique et le Robert pour la partie, remise à niveau en orthographe et écrit professionnel. OK. Voilà, donc ça, c'est un peu les différents échelons pour, voilà, pour pouvoir, toucher, des financements publics et donc différents types de clients. Ouais, parce que du coup, justement, dans cette partie-là, comme tu dis, il y a la partie formation entre gros guillemets adressée aux entreprises et la partie CPF qui est un petit peu particulière, enfin, qui est un peu entre le soutien scolaire et la formation pro, en fait, mine de rien, puisque là, tu travailles avec du Mmh, particulier, parce que c'est à titre, enfin, c'est censé être pour une personne particulier, alors enfin, c'est oui, pas, oui, alors c'est oui et un non. peu complexe, ça, on est d'accord. Parce que Ouais, le CPF, tout le monde en a entendu parler, avec les, voilà, les faux appels de CPF, de machin, de trucs. Mais je pense que tout le monde ne sait pas vraiment ce que c'est et vraiment oui, à quoi ça sert, en fait. bah, du coup, je vais, apporter des précisions parce qu'en fait, même si c'est à destination du particulier, il faut qu'il y ait un objectif professionnel. On ne peut pas faire une D'accord. formation CPF juste comme ça pour le plaisir. Ok. Tu peux Donc pas te former en anglais pour le plaisir de parler anglais, par exemple. non, ou pour partir en vacances, ça on n'a pas le droit. D'accord. Donc en fait, le CPF, ce sont des droits à la formation, que tout le monde a, à toute personne qui travaille, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le statut de la personne. Ok. On cumule tous les ans des droits à la formation et ces droits, on peut les mobiliser en tant que personne. En fait, l'idée du gouvernement, c'est de dire: «Il faut que chacun soit un peu acteur de sa carrière et de ses compétences». Donc l'idée, ça va être de pouvoir acquérir des nouvelles compétences, soit pour se maintenir dans son emploi, parce qu'il y a des emplois, bah, qui évoluent dans le temps Bah avec, oui, oui. des nouvelles technologies, des nouvelles choses qui arrivent et donc les personnes doivent, rester, opérationnelles et donc doivent se maintenir à niveau. Donc pour se maintenir à niveau ou pour progresser, vont acquérir, ces compétences-là. Ou alors ça peut être aussi dans une optique de changer de travail. On se dit: «Bah, tiens là, pour aller, vers tel poste, j'ai besoin, de l'anglais, donc je vais suivre une formation en anglais». Alors ça peut être une évolution au sein de l'entreprise dans laquelle on est ou au sein d'une autre entreprise, si on vise un poste, voilà, dans une autre entreprise. Ouais. Donc voilà, donc ça va vraiment être acquérir des nouvelles compétences pour se maintenir ou progresser dans l'emploi. Ok. D'accord. Donc oui, il y a quand même une dimension pro, Ah quand même. bah, complètement, et d'ailleurs Complètement, en c'est fait. obligatoire. C'est-à-dire Oui. qu'on a en tant qu'organisme de formation, quand moi je reçois quelqu'un en entretien pour, une formation CPF, je vais vraiment échanger avec la personne pour voir dans quel cadre s'inscrit cette formation Ouais. et si c'est des personnes qui me disent: «Moi je suis à la retraite dans un mois et je veux apprendre l'anglais pour, voyager», ben, je dis: «Non, écoutez, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre CPF pour ça». Ouais. Donc ça, c'est vraiment, très important et donc du coup, obligation d'un objectif professionnel. Ouais. Ça peut être fait pendant le temps de travail ou en dehors du temps de travail. D'accord. Donc quand c'est pendant le temps de travail, il faut que le salarié demande à son entreprise, s'ils sont OK. Par contre, quand c'est en dehors du temps de travail, le salarié n'a pas besoin d'informer son entreprise, D'accord. de la mise en place et du fait Oui. qu'il suit la formation. D'accord, il peut faire ce qu'il veut, l'entreprise a pas besoin d'être au courant puisque c'est de toute façon en dehors du temps de travail, donc Voilà, techniquement, ça regarde pas l'entreprise, en gros. c'est ça. S'ils veulent pas informer l'employeur parce que c'est pour changer de travail, par exemple, ben, voilà. Et ça, il y a pas de OK, souci si c'est en dehors du temps de travail. OK, d'accord et donc pour revenir à l'organisation, on va dire, donc comme tu as dit, il y a la partie donc le numéro, qui est de toute façon, essentiel, le numéro, Oui, pour être centre de formation. Il y a la certification Qualiopi
Donc ça, c'est facultatif, c'est si on veut bénéficier de financement Oui, public. Donc là, quand je dis d'accord. financement public, ça va être, Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, Oui. donc le CPF, tous les financements région, par exemple, la région qui peut financer des formations, mais également les OPCO qui sont les Oui. organismes auprès desquels les entreprises cotisent, pour, ensuite être redispatchées au niveau des salariés pour suivre des formations. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Tous les financements publics, ça peut être des Oui, c'est ça. financements d'État aussi. Mmh. Donc en fait, voilà, c'est pas obligatoire, mais si on n'a pas Calliope, on se coupe quand même pas mal Ouais. de potentiels clients. Oui, Mais c'est bon, ça, il y a c'est comme tu dis, certains c'est pas obligatoire, mais voilà. voilà. Après, il y a Faut certains vraiment avoir ce qu'il faut, quoi. voilà, il y a certains organismes de formation, enfin là, moi, j'en ai contacté parce que je veux faire suivre une formation à mes formateurs. Oui, Et j'ai trouvé, voilà, deux personnes que j'avais vues moi en conférence, qui m'ont voilà très intéressée. Je les ai contactés pour faire une formation à mes formateurs et ils m'ont tous les 2 dit: «Ah bah, par contre nous on n'est pas Calliope» et bah, là du coup je me suis dit: «Bah ouais, mais mince, moi je vais pas pouvoir solliciter mon OPCO pour payer la bah, formation», oui, c'est ça. voilà. Mais eux, ils me disent: «On a assez de demandes, on n'a pas besoin d'être Calliope», donc Bah, oui. ils s'embêtent pas et ils le sont pas. Mmh. Bah, sur ce point-là, c'est vrai que moi, par exemple, je suis pas centre de formation, je suis formatrice. C'est-à-dire que j'ai le numéro d'agrément de formatrice, mais je suis pas centre de formation, j'ai pas Calliope, mais parce que moi, j'ai pas volonté non plus à, déjà à faire que de la formation et à faire financer, pas forcément. Quand on travaille ensemble, c'est Vendétudes qui est l'organisme de formation. Moi, je suis intervenante pour Vendétudes, Mmh, donc du coup, j'ai pas besoin, avec des gros guillemets, hein, d'être Calliope en soi. c'est ça. C'est toi qui veux l'être, entre guillemets, pour moi. Et l'intervenant n'a pas forcément besoin s'il est seulement intervenant. C'est ça, hein? Non, alors, juste je mets des quand même un petit bémol. Oui. C'est que quand moi, organisme de formation Calliope, je fais intervenir un autre organisme de formation sous-traitant, ce qui est le cas, Mmh. par exemple, quand je te fais intervenir sur une Oui, formation, je dois moi quand même m'assurer que toi, tu respectes tous les éléments Calliope liés à la formation que l'on va oui. dispenser ensemble. C'est vrai, Donc oui. voilà, il y a toute cette partie-là qui est quand même, bien, voilà, Ah bah, oui, c'est bien, tout un comment dire? c'est Voilà, cadré. c'est cadré, tout à fait. Mmh. Ah mais Heu, complètement. C'est-à-dire que moi, même si je ne suis pas, je dois respecter. c'est ça, tout Mais à c'est un peu fait. comme, je fais un parallèle un peu, voilà, mais c'est un peu comme le RGPD normalement, si tu dois vérifier que ton fournisseur respecte lui aussi le RGPD, enfin et cetera. C'est un Mmh. petit peu ça, on va dire, entre guillemets. Oui, tout à fait. L'autre élément aussi, c'est que maintenant dans le cadre du CPF, si on fait intervenir, des sous-traitants, il y a certaines conditions sous lesquelles le sous-traitant doit être lui-même Calliope. D'accord. Voilà, Ouais, ça donc c'est il y a des dans évolutions là-dessus aussi, hein. Mmh. oui, bah, ils veulent en fait, voilà, de plus en plus, comment dire? Éliminer un peu, les personnes qui rentrent pas dans le cadre et il y a eu beaucoup d'abus, Oui. notamment dans le cadre du CPF, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais ils font un peu de ménage, on va dire. Ah bah, oui. Moi, je me souviens déjà quand il y a eu, alors je me souviens plus comment elle s'appelait celle avant Calliope, la réforme, Alors c'était pas Calliope, c'était, j'ai plus le nom mais oui, Datadoc. Datadoc, ah voilà, ça y est, j'ai des traumas qui se réveillent, Datadoc. C'est ça. Mais oui, Datadoc, je me souviens que déjà Datadoc, le but c'était aussi de faire un peu du tri. Oui. Calliope, c'est encore le cas parce que comme tu dis, il y a eu beaucoup d'abus aussi et c'est aussi pour certifier une certaine quali enfin dans c'est dans le nom, hein, mais une certaine qualité aussi et c'est aussi pour ça que toi, tu fais d'autant plus attention, aux personnes que tu vas, embaucher ou choisir en intervenant pour donc la partie sciences scolaires, on en a déjà parlé, mais surtout pour la partie formation Mmh. aussi parce que justement, c'est comme tu dis déjà, c'est l'image devant d'études. Donc si tu as un formateur qui est pas bien, bah, ça va poser problème en termes d'image, première chose. Mmh. Mais même, aussi derrière par rapport à ce côté, aussi, enfin, qualité de ce qui est proposé, et que l'entreprise que tu formes soit contente, que toi tu sois contente de la relation avec l'intervenant et que, enfin, en gros, tout le monde soit satisfait, du résultat. Et Oui. justement, tes intervenants, pareil, alors là, est-ce que c'est comme le soutien scolaire, c'est du mandataire ou pas du tout? Enfin, comment est-ce que tu fonctionnes? Alors non, Déjà, là comment tu les recrutes peut-être? Et après, comment tu fonctionnes avec eux? alors le recrutement va être un peu similaire, au soutien scolaire. C'est-à-dire que je vais, Oui. rencontrer les personnes, je vais valider leur, connaissance de la matière, enfin de la formation qu'ils vont dispenser, la pédagogie, leur expérience. C'est vrai que, autant sur le soutien scolaire, je peux faire confiance à des débutants. Sur la partie formation pro, là, je prends des personnes qui ont vraiment, de l'expérience, voilà, je vais
rarement prendre des débutants. Ouais, Enfin, bah, oui. jamais même, en fait. Non, mais c'est compréhensible sur la partie pro, ça peut se comprendre. Ouais, Mmh. c'est un peu différent. Hem, Ensuite, bah, je vais valider toute la partie, voilà, diplôme et cetera, pédagogie, le relationnel aussi parce que, ça joue beaucoup même en formation adulte, hein, il faut que le contact passe bien. Ah bah, bien sûr. Je vais prendre l'exemple des formations en anglais puisque c'est celles, pour lesquelles on a souvent des personnes qui ont eu un blocage avec cette langue quand ils étaient jeunes, ou qui ont eu un prof qui les a dégoûtés ou qui sont stressés parce qu'ils ont des fournisseurs ou des clients, anglais et ils se bloquent parce qu'ils se disent: «Ah, je sais pas parler», donc il y a un blocage. Donc va vraiment falloir que le formateur soit très pédagogue et mette la personne en confiance, pour vraiment débloquer et puis que la personne puisse, voilà, passer, au-dessus du blocage qu'il ou elle a eu, Ah dans bah, son oui. passé. Ensuite, il va falloir, voilà, quelqu'un aussi qui soit, respectueux des procédures puisque Calliope engendre enfin, c'est un process que l'on doit respecter avec différentes exigences, tout au long de la démarche de la formation et donc il va falloir que les formateurs, bah, voilà, complètent des documents, suivent, voilà, la ligne directrice, de vent d'études et ça, en fait, ça m'est arrivé de travailler, au démarrage là avec, des formateurs, qui étaient très bons formateurs, mais qui d'un point de vue administratif, c'était trop compliqué d'être toujours derrière pour récupérer tel ou tel document, pour qu'ils rentrent un peu dans ce cadre-là et malheureusement pour eux, moi j'ai pas pu, les garder. Alors c'est pas le cas de beaucoup, hein, j'ai Non, en tête mais 2 personnes là en 10 ans, mais c'est des personnes avec qui je travaille plus parce que je peux pas passer moi mon temps à courir derrière. Donc il y ah a bah, toute oui. cette rigueur administrative, à laquelle je fais attention maintenant, voilà, au-delà des compétences pédagogiques, parce que derrière sinon c'est pour moi c'est compliqué. Ah bah, oui, puis c'est enfin, ça, c'est tout à fait normal et moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel je mets le point, quand on me pose des questions, justement sur la partie, bah, comment tu es formatrice, comment ça se passe et cetera. Déjà, entre le scolaire et le pro, c'est pas la même chose exactement, mais il y a aussi ce côté où, même dans le scolaire, je vois de là où je donne des cours à Angers, j'ai des choses à respecter. Ils sont Calliope eux aussi. Donc Mmh. du coup, ben, j'ai aussi des choses à respecter comme le support qui doit être de telle manière. Enfin voilà, il y a plein de choses à respecter, des deadlines pour rendre des projets, pour rendre des syllabus, des choses comme ça. Dans le cadre pro avec toi, il y a tout ce qui va être les questionnaires de positionnement, les choses comme ça. Enfin voilà, il y a des choses à faire. Et en fait, il faut bien ne pas oublier que être formateur, c'est pas venir donner une formation, partir. Mmh. C'est loin de ça, et je dirais que c'est même la partie la plus simple C'est ça. du métier de formateur, parce qu'il y a toute la préparation avant, il y a tout l'administratif, il y a les gestions, il y a la relation, parce que je sais que nous, quand on monte une formation ensemble, on prend vraiment le temps aussi de poser les questions à la personne, de savoir quel est vraiment le but, de quoi elle a vraiment besoin, de lui proposer peut-être plus si on sent il va y avoir lacune sur quelque chose, ou à l'inverse de dire, bah, en fait, vu votre niveau ou quoi, bah, peut-être qu'on peut passer un peu moins de temps sur ça et approfondir là-dessus. Enfin voilà, on prend vraiment le temps de monter quelque chose sur mesure, enfin, qui correspond Mmh. aux besoins de la personne, plus après bah, la formation et les après avec les rendus et toute la partie administrative. Bah, c'est pas rien, ça prend du temps et il faut vraiment pas le sous-estimer. Qu'on Ah soit oui. formateur, centre de formation ou même pour les gens qui viennent faire des formations, il faut comprendre qu'il y a tout ça autour, quoi. Mm. Exactement et c'est vraiment, c'est comme un iceberg en fait. C'est ça. La partie de la formation en tant que telle, c'est le petit truc qu'on voit au-dessus et puis tout le reste, Exactement. c'est ce qu'il y a en dessous et qui, voilà, qui est très, Bah oui. chronophage, mais qui est très C'est ça. important et comme tu le disais, oui, le point vraiment, important, c'est l'adaptation du contenu de la formation à la personne que l'on a en face et adapter, les exemples et les cas concrets, à son besoin professionnel. Et c'est là-dessus qu'on va faire la différence. Heu, voilà et Ah aussi bah bien oui. toi, tu as cette manière de fonctionner, moi aussi et c'est pour ça que Mmh. ça match entre nous. C'est ça. Et du coup, donc ces intervenants-là, quel est leur statut? Tout à l'heure, on parlait de mandataire pour le soutien scolaire. Oui, Pour la partie formation pro, comment ça se passe? alors il y a 2 possibilités en fait, moi je vais essayer de privilégier le mode salarié. En fait, la plupart des formateurs sont mes salariés. On fait des CDD en fait, à la mission. Heu,
Après, il y a certains formateurs comme toi, qui êtes indépendants, vous avez déjà votre entreprise avec, votre numéro de siret, avec votre numéro de déclaration d'activité Oui. en tant qu'organisme, de formation. Et bah, évidemment, vous, je vais pas vous dire, bah, d'être salarié alors que vous avez le statut d'indépendant. Donc voilà, donc je vais avoir quelques formateurs qui vont être, du coup sous-traitants, et qui vont me facturer chaque mois les heures, qu'ils auront réalisées, pour Vent d'études. Mmh. Donc c'est soit du salariat, soit de la sous-traitance? Tout à fait. OK. Donc c'est un autre format encore que soutien scolaire où là on Ah est oui, oui, oui. voilà. Donc Ouais, du coup, c'est quand même 3 formats différents, mine oui, de rien, que tu peux proposer. Donc c'est pas ouais. rien en termes d'organisation comme on disait, hein. Non, non, il y a vraiment, le mode de fonctionnement va vraiment varier en fonction de l'activité et puis mais j'essaye vraiment de prêter aussi attention, voilà, à la personne. C'est-à-dire que je vais pas forcer une personne, à être salariée si elle a son entreprise à côté. Mais de la même manière, je ne vais jamais dire à une personne, qui vient me voir et qui n'a pas d'entreprise, je vais jamais lui dire, «Mets-toi auto-entrepreneur» ou quoi. Oui, Et ça, je le précise parce qu'il y a certains organismes de formation qui le font d'accord. et ça, voilà, ça me gêne, en fait. Oui, toi, tu as pas peur de choisir le meilleur format pour toi comme pour la personne en face de toi? Oui, 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 c'est ça. Et aujourd'hui, tu saurais dire à peu près combien de personnes tu as sur la partie soutien scolaire et combien de personnes tu as sur la partie formation pro à peu près? Oui, alors, en tant que professeur de soutien scolaire, je vais avoir une cinquantaine de personnes. Alors, cinquantaine de personnes qui travaillent chaque mois. Après, il y en a toujours un peu plus dans mon Oui, «vivier» entre guillemets parce que, je peux avoir des personnes que j'ai sollicitées à un moment donné, et il y a pas de demande en ce moment, mais que je peux ressolliciter dans un mois ou 2 si j'ai une demande dans cette matière. oui. Puisqu'il faut bien comprendre qu'on intervient donc sur toute la Vendée, sur toutes les matières. Donc je prends OK. une matière qui est peu demandée, mais pour laquelle on peut avoir des demandes de temps en temps, ça va être, la comptabilité. Mmh. Voilà, c'est pas une matière de filière générale, donc c'est pas une matière que l'on a beaucoup en demande, mais de temps en temps, on va avoir des demandes, Oui, en compta. Donc là, j'ai une prof de compta à La Roche et qui elle va il y a certaines années, on va pas du tout travailler ensemble et puis l'année suivante, elle va avoir 3, 4 élèves. d'accord. Donc voilà, donc ça c'est très variable et puis, j'ai des professeurs aussi qui sont répartis sur toute la Vendée. Donc sur La Roche, la première couronne de La Roche, j'ai beaucoup de monde et après je vais avoir du monde un peu partout dans les autres Oui, communes, vendéennes. oui, tu vas Heu, répartir. voilà, comme ça, si j'ai des demandes, dans par exemple vers Saint-Laurent-sur-Sèvre, ben, j'ai 2-3 profs par là-bas et pareil, qui vont plus ou moins travailler avec moi en fonction des demandes. Donc Bien c'est pour sûr. ça que je dis 50, ça fait beaucoup, mais au final, voilà, il y en a qui ont un seul élève, il y en a qui en ont plus, c'est très variable. Oui, bien sûr. Mmh. Donc ça, c'est sur la partie soutien scolaire et la partie formation, je vais avoir, alors là, c'est pareil, ça peut varier en fonction des Oui, des moments, mais on va dire, en CDD, en salariat, je peux avoir entre 7 et 9 personnes, on va dire, avec un volume d'heures pareil qui peut varier, oui. en fonction des personnes et puis en tant que sous-traitant, ça tourne entre cinq et 6 Ouais, OK. chaque mois. OK. Ouais, bah, ça fait quand même mine de rien beaucoup de monde, tout Oui, ça à gérer. tout Est-ce à qu'il y en a fait. qui font les 2 ou est-ce qu'aujourd'hui tu as que, séparé? Alors j'ai quelques-uns qui font les 2. C'est vrai qu'au début, je m'étais dit enfin ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'avais lancé la formation pro, comme je le disais tout à l'heure, c'était pour compléter un peu les emplois du temps des profs d'anglais à la base. Mais finalement, j'ai que, je vais dire 2 ou 3 personnes qui font les 2, D'accord. puisque finalement, les formateurs, ils aiment bien le public adulte Mmh, t oui, c'est pas le même public. et voilà et les professeurs, ils aiment bien le public scolaire Ah bah, oui et et puis je voilà. pense que c'est totalement différent de faire du soutien scolaire avec peut-être un élève en individuel et d'avoir un groupe de 5-6, professionnels, enfin, c'est une autre ambiance, je pense, c'est un autre public comme tu dis, hein. Mmh. Oui, oui, alors sachant que nous en formation pro, on fait majoritairement de l'individuel aussi. Je suis Oui, restée c'est sur vrai que la tu fais aussi, partie, ouais, individuelle, mais voilà, ça va pas du tout être la même chose en termes souvent de motivation. Parce que le soutien scolaire, les élèves, c'est quand même souvent les parents qui font la démarche. Alors même si moi je m'assure toujours que l'élève soit partant, parce qu'il faut pas oui, qu'il vienne à reculons, sinon ça sert à rien. Mais quand même, voilà, c'est pas eux qui ont dit, «Papa, maman, j'ai des difficultés, j'ai besoin de soutien scolaire». Alors si, ça peut arriver en première terminale, parce que là, ils sont plus oui. grands et ils savent, ce dont ils ont besoin. Mais sur des collégiens, c'est quand même assez rare que ça vienne de l'élève. Ah bah, oui. Alors que les pros,
quand ils font appel à nous, les adultes, c'est qu'ils ont un vrai besoin professionnel derrière. Quand ils ont, je disais tout à l'heure, des clients ou des fournisseurs qui les appellent et qui parlent anglais et qu'eux, sont incapables d'aligner 3 mots en anglais, ils sont quand même hyper mal à l'aise et quand ils prennent une formation, c'est que vraiment ils ont ce besoin-là et ils le Oui. font pour eux et ils savent que ça va leur servir, très rapidement derrière. Ouais, Donc bah, on a oui. un investissement qui est quand même beaucoup plus important, une motivation, un travail personnel qui va être souvent plus conséquent. Ouais, bah, oui, c'est sûr. Et puis pareil, je pense que ça dépend aussi, hein, des sujets, mais c'est aussi pas la même, comment dire? Le même suivi sur le long terme. C'est Parce ça. qu'il y a certaines formations pro qui vont être sur peut-être 1 à 3 jours Mmh. et puis c'est terminé. Des fois peut-être un peu plus longtemps sur des langues, Oui, mais alors que le soutien scolaire, ça peut être sur toute une année, ça enfin, c'est donc c'est aussi pas la même chose du coup à gérer, bien sûr. Mmh. c'est ça, tout à Et fait. justement, on parle de la formation pro. J'ai une question parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est pas le cas, mais quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a des droits pour venir se former justement, par exemple, chez Vendétudes pour pouvoir faire des formations, par exemple, pour de l'anglais ou pour de la comptabilité ou pour des choses, voilà, qu'on aimerait, approfondir? Ouais. Oui, oui, alors on croit effectivement que quand on est indépendant, on n'a jamais droit à rien, mais on a le droit à des formations. Alors il y a plusieurs, possibilités en fonction du statut de l'indépendant et effectivement de son ancienneté en tant qu'indépendant. Alors je vais commencer par le plus simple déjà, c'est le CPF. En fait, on pense qu'on n'a pas droit de CPF quand on est indépendant, mais si, on a tous un compte CPF, y compris les indépendants. Donc si c'est pas déjà le fait, il faut que les indépendants aillent activer leur compte CPF sur, mon compte, formation.gouv.fr. Donc les indépendants alors ça date, alors je sais plus depuis quand ça date. C'était pas depuis tout le début, parce qu'avant il y avait pas, mais ça date quand même depuis quelques années. Donc les indépendants, comme les salariés, cumulent 500 € par an, de droits à la formation. D'accord. Donc sachant que, je redis, dans le cadre du CPF, les formations éligibles, c'est des formations qui mènent à une certification, Oui, donc ça veut dire que toutes les formations ne sont pas non plus accessibles via le CPF. bien sûr. Mais il y en a quand même beaucoup donc Oui, qui bah, sont oui. aussi accessibles pour les indépendants. Alors l'autre, élément auquel peuvent avoir droit les indépendants, c'est que comme les salariés, y cotisent, alors c'est pas un OPCO pour, les indépendants, ça s'appelle un FAF, un fonds, d'assurance formation, D'accord, et donc pour savoir de quel FAF on dépend, il faut aller se connecter sur son compte URSSAF, d'accord. donc le compte URSSAF de l'indépendant. Ouais, qu'on connaît tous très bien Voilà. parce qu'on le voit tous les mois. Exactement. Et bien, dans votre compte URSSAF, vous pouvez aller, télécharger une attestation, donc c'est dans mes documents, enfin, je pense que tu Mmh. mettras le lien, Bertie, je Ouais, je mettrai t'enverrai, le lien les direct, ouais. éléments et vous allez pouvoir télécharger une attestation de contribution à la formation professionnelle, donc CFP, contribution à la formation professionnelle OK, et quand vous allez télécharger cette attestation, vous verrez de quelle FAF vous dépendez. Donc d'accord. quand on est indépendant, ça peut être soit le FIFPL, soit la GEFIS. Ah oui, c'est vrai, Agefis, ça me parle aussi. Voilà. Je crois que quand j'étais en micro, je dépendais du FUPL et je crois que maintenant je suis à l'Agefis. Voilà, on peut Je changer en crois. fonction du statut. Et ensuite, pour savoir quels droits on a, il faut se connecter sur le site donc soit du FIFPL, soit de la GEFIS et on regarde dans les critères de prise en charge et là, on va pouvoir voir, qu'est-ce qu'on a le droit comme budget, et quelles sont les conditions pour pouvoir, en bénéficier. D'accord et de toute façon, quand on a quand quelqu'un veut se former, il peut venir te voir aussi pour, étudier ensemble ses droits et par Oui, rapport à la alors, formation qu'il souhaite faire? c'est ça. Donc moi, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, je vais leur dire vers quel organisme se rapprocher pour savoir quels droits ils ont, pour pouvoir les mobiliser. OK. Et il y a un autre élément, qui est intéressant, et que peu de gens connaissent, c'est qu'on a tous le droit à un, crédit d'impôt formation du dirigeant. Ah oui, Donc c'est vrai, j'en ai entendu parler de ça, mais j'avoue que pareil, tu vois, c'est le truc, tu en entends parler, mais tu sais pas trop ce que c'est. Du coup, tu dis: «Oh, c'est pas pour moi» et tu laisses tomber. bah, si, en fait, mais alors ça, il faut en parler au comptable. En fait, Oui, quand un indépendant, suit une formation dans l'année, l'organisme de formation lui remet une attestation de formation qui mentionne le nombre d'heures.
et avec cette attestation-là, le comptable va faire une demande de crédit d'impôt formation. Donc soit vous payez de l'impôt et à ce moment-là, ça vient en réduction de l'impôt que vous avez à payer, soit, vous payez pas d'impôt et c'est vraiment un crédit, donc les impôts vous payent, vous remboursent. Et donc ce qui est D'accord. génial avec ce truc-là, c'est que c'est cumulable avec, avec, le Oui, financement, du FIPL ou de la GEFIS. d'accord. Et en gros, ça correspond environ à c'est le montant du SMIC multiplié par le nombre d'heures de formation, donc on va dire un peu moins de 10 € par heure de formation. Mmh. Donc quand on fait une formation de 100 heures, bon, bah, ça fait quand même, dans les alentours de 1 000 €. Bah, oui. Puis dans tous Heu, les cas, ça permet de réduire la facture, enfin, oui, toujours alors intéressant, quoi. c'est plafonné, alors il y a un nombre de alors je disais, 100 heures, je prenais l'exemple de 100 heures, 1 000 €, mais c'est un mauvais exemple parce que je crois que ça doit être plafonné à 40 heures par an. Mais bon, c'est OK, quand même donc c'est intéressant, ça déjà permet ça. d'avoir une petite, réduction sur le prix de la Ouais, formation. bah, oui. Il faut toujours tout ce dont on peut bénéficier, il faut pas hésiter à faire appel à ça de toute façon. Donc Tout en à gros, fait. si je suis indépendant, si je suis à mon compte, il y a les choses auxquelles il faut que je fasse attention, c'est un, évidemment, enfin, tu l'as dit rapidement, mais je le redis, si ça fait 2 mois que tu es lancé, tu n'auras pas vraiment d'aide pour le moment, va falloir attendre un petit peu de cotiser comme un salarié qui vient de commencer sa vie professionnelle, il a pas tout de suite un CPF, qui est blindé, hein, il faut attendre aussi de cotiser. Et donc c'est de regarder d'abord sur le Mmh, site de l'URSSAF de qui on dépend et après, d'aller sur le site en question, donc soit FIFPL, soit GFIS, pour regarder les droits qu'on a. Et puis, pensez aussi à aller regarder et activer son compte CPF, de toute façon, compte professionnel de formation, pour vérifier combien on a oui, aussi dessus. Voilà. Donc, même en tant qu'indépendant, même oui. quand on est à son Alors compte, sachant on a que le droit à des choses. oui, et si on est indépendant, mais qu'on a été salarié avant, bien sûr, le compte CPF, Oui, déjà été alimenté, donc même si on démarre son activité d'indépendant en ayant été salarié avant, on peut tout de même, oui, utiliser son CPF. En fait, le bien CPF, il sûr. est lié à la personne, il est pas lié au statut de la personne. C'est ça vraiment qu'il Oui, faut c'est avoir ça. en tête. C'est-à-dire, moi, mon CPF, il a jamais «bougé» entre guillemets. Je l'ai depuis que j'ai commencé à travailler. Quand j'étais salariée et après en indépendante, enfin voilà, c'est mon CPF, j'ai toujours, dessus. Moi, il y a quelques années, j'ai fait une formation pour monter en compétences justement dans mon secteur d'activité et la formation a été financée en partie par le FIFPL. Donc, faut pas voilà, faut toujours y penser, c'est toujours intéressant et je sais que Tout mon à fait. papa aussi a fait une formation qui a été financée par son CPF. Donc, ça voilà, faut tester. Mmh, tout à fait. Bah, du coup, je pense qu'on a quand même déjà bien fait le tour de comment fonctionne un centre de formation. Est-ce qu'il y a des choses que peut-être, des questions que je ne t'ai pas posées ou des choses que tu souhaiterais rajouter? Donc je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le fait d'avoir 2 activités avec, 2 cibles différentes, 2 modes de financement différents et cetera, ça répartit aussi le risque et notamment pendant le covid, j'étais bien contente d'avoir les 2 activités, puisqu'il y a beaucoup de formations, d'entreprises, qui s'étaient arrêtées, les formations en groupe. Alors même si j'en ai pas beaucoup, bah, à ce moment-là, j'en avais un peu plus, ça Oui? tombait pas très bien, mais du coup, ça s'était arrêté. Donc heureusement que j'avais les formations individuelles qui ont, elles, ont pu continuer en visio et le soutien scolaire, le covid a eu lieu au mois de mars et beaucoup d'examens ont été annulés, et ça avait été noté en contrôle continu. Donc habituellement, j'ai beaucoup de cours en fin d'année scolaire pour préparer le bac ou le brevet et du coup cette année-là, bah, ça s'était annulé. Donc en fait, le fait d'avoir les 2 activités, bah, c'était quand même plus confort et plus sécure pour moi parce que si je n'avais eu qu'une seule des 2 activités, j'aurais pas été très bien. Mmh. Oui, ça aurait été quand Voilà. même plus compliqué, enfin, à C'est ça. gérer. Donc en fait, avec du recul, je me suis dit, mais en fait, finalement, je l'ai pas fait pour cette raison-là à la Non. base, mais avec du recul, je me dis que d'avoir 2 activités en plus, ce sont des activités réglementées et la réglementation, c'est pas nous qui avons la main dessus et Oui. ça peut changer à n'importe quel moment, et ce qui fait que, voilà, de répartir les risques et bien, c'est quand même plus enfin, c pour l'avenir, je me dis, Ah bah, oui. voilà, je suis plus sereine, puisque je me dis que c'est une réglementation qui change sur l'une ou l'autre des activités, eh bien, voilà, j'ai quand même l'autre qui est là et qui Ouais, bah, oui. qui qui assure quand même, une partie du chiffre d'affaires de l'activité. Je pense que c'est important de le dire parce que peu importe ce qu'on fait comme activité et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui le voient un peu aujourd'hui avec la diversification de ce qu'on peut proposer. Par exemple, de plus en plus même de gens qui vendent des choses, physiques vont Oui, vendre des petits PDF en ligne, des petites choses en plus pour compléter, pour avoir aussi ce côté, de secteur, de format et peut-être aussi de médium, des fois mmh, 2 plateformes aussi, parce que ça peut justement, aider à pallier quand il y a, soit une baisse, soit pour réaugmenter ou ce genre de choses-là et je trouve ça top que tu en aies parlé, c'est mmh. important.
Ouais. Et du coup, pour terminer cette entrevue, quels sont les objectifs, on va dire, de qu'est-ce qu'on peut souhaiter avant d'études pour la suite? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Et parce que ça fait déjà, ça fait déjà 12 ans? Mmh. Non, si, oui, 12 ans, 13, c'est ça? oui, 13 ans? bientôt 13, oui. Bientôt 13 que Vendée Études existe, du coup? Bah, que ça continue comme ça. Non, moi, j'ai pas vocation, ça je l'ai toujours dit et je reste vraiment là-dessus, j'ai pas vocation à devenir un méga, centre de formation, avec 10 salariés, qui gèrent l'agence, c'est vraiment pas le but. Là, mon objectif à mon court moyen terme, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui puisse me seconder au niveau de l'administratif puisque, voilà, c'est quand même assez lourd à gérer toute seule. Oui. Donc j'aimerais bien, voilà, trouver quelqu'un, qui puisse me seconder, sur cette partie administrative, et du coup, tout de même développer un peu l'activité pour pouvoir, justifier cette embauche. Mmh. Voilà, ça c'est vraiment, moyen court terme là dans les mois qui viennent. Et après, continuer comme ça. Après voilà, j'ai aimé avoir, lancé la partie formation quelques années après la partie soutien scolaire. Voilà, j'ai peut-être d'autres idées pour d'autres activités complémentaires à suivre, mais ça ne se fera pas, voilà, sans quelqu'un pour m'aider Oui, parce que là j'arrive, un peu à la limite, ouais, voilà, d'être toute seule à tout gérer. bah, bien sûr. Et du coup, justement, si on veut te suivre pour, savoir un petit peu ce que tu potentiellement pourrais développer par la suite, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as ton site internet que tu as depuis déjà, bah, presque le début. Oui, j'ai le site donc Vendétudes, j'ai, ma page Instagram sur laquelle vous allez pouvoir trouver, des petites, séries, qui sont publiées chaque semaine, Oui. voilà, on est resté sur l'anglais parce que ça reste quand même la formation que l'on propose le plus avec des petits mots de vocabulaire, sympas pour, pouvoir progresser, en anglais. J'ai la page Facebook, également de Vendétudes. Et puis, je vais avoir ma chaîne, YouTube sur laquelle vous allez pouvoir trouver quelques petites vidéos, également, qui présentent un peu l'agence et des témoignages clients, qui sont diffusés sur cette chaîne. Mmh. Mais de toute façon, vous retrouverez évidemment tout en description, hein, je remettrai tout ça. Et puis, beh, encore merci d'avoir accepté cette interview parce que, bah, c'est un secteur d'activité très particulier. Je pense que tout le monde ne connaît pas, que ce soit aussi bien sur la partie, coulisses, on va dire, de, bah, comment on en vient à créer un centre de formation, c'est quoi enfin, comment ça se passe, c'est quoi la partie, on va dire, vraiment réglementaire, hein, comme tu l'as dit. Et aussi le côté justement, bah, comment ça se passe d'embaucher des gens, enfin, quels sont les formats possibles. Et bien sûr, moi je voulais, et c'est ce qu'on a dit à la fin, qu'on parle aussi de la formation accessible aux indépendants parce qu'on a trop cette idée que l'indépendant, il a le droit à rien, alors que c'est pas vrai. Mmh. Donc je trouve ça intéressant aussi, d'y penser. Et puis évidemment, si vous êtes en Vendée, même si c'est pas le cas de toute mon audience, mais j'ai quand même une partie de l'audience qui est bien présente en Vendée, n'hésitez pas. Vous savez que Vendée Études, c'est en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon, donc c'est très facile à trouver. Mais merci à toi Bertie, voilà, de m'avoir, donné l'opportunité d'expliquer, un peu plus précisément ce que je fais. Avec grand plaisir. Et puis, bah, de toute façon, on se retrouve pour de prochains épisodes. Merci Muriel, à plus tard. Au revoir.